Arlequin! Arlequin! Ouais. Oui. 20 minutes. Tu as 20 minutes. 20 minutes. Bah alors, musique! En 1759, j'ai connu Louis-Sophie, marquis de Louvois. Oui. Arlequin était là, de toutes les fêtes. Hein. À 18 ans, il ne ressemble en rien à son arrière-grand-père de Louvois, que tout le monde connaît. Louis-Sophie, disons Louis, vénère la guerre par devoir, le jeu par passion et l'argent par nécessité. Mais vous aurez compris qu'il s'ennuie dans sa caserne brestoise. Toujours à court d'argent. Alors il emprunte à la fripouille, le tenancier du tripot de l'Écu d'Or. Et puis, il ne rembourse jamais. Alors, comme il a disparu, la fripouille le recherche. Il veut lui faire rendre gorge pour l'avoir roulé. Alors, c'est la fuite. Louis arrive au château habillé comme un paysan qui rentre du champ. Pantalon, chemise flottante, bottes ternes et cheveux en bataille sous un feutre délavé. Il est ici chez lui, mais aussi chez son père, le marquis de Souvray. Et là, c'est plus compliqué. À l'heure de la collation, il se présente à son père en costume paysan, bien sûr, sans chapeau. Oh, mon fils, que me vous êtes-vous fait annoncer? Je voulais vous éviter des tracas, mon père. Oh, je vois que vous êtes enfin raisonnable. Et cela me fait grand plaisir de vous retrouver ainsi. Vous n'êtes pas malade, au moins? Son père, courtois, mais sans chaleur, ne l'attendait vraiment pas. En revanche, sa nourrice lui manifeste son bonheur de le revoir. Alors il plaisante avec les servantes. Hop, 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 là. Ah, non mais attention, il ne fait que rire. Quelques jours plus tard, toujours au moment de la collation, son père, le marquis de Souvray, habillé bas blanc, et même certains jours perruque, s'agace de la tenue de paysan que persiste à porter Louis. Évidemment, il faut justifier ce qui ressemble à une provocation. Vous bafouez votre rang avec votre mise de paysan. Je n'ai rien d'autre, mon père. Mais si vous m'avancez un peu d'argent, je pourrais me faire faire un habit convenable. Oh, je vous entends bien. Encore une rouerie de votre part. La fois passée, vous m'avez déjà convaincu de vous faire l'aumône. Et après, j'ai appris qu'avec vos amis, vous vous êtes moqué de moi. Oh, monsieur mon père, vous avez été abusé. Je me suis toujours loué de votre générosité. Non, je sais ce que je dis. Vous n'aurez rien. Vous avez très bien compris. Louis perd tout son argent au jeu et son père le réprouve. Alors figurez-vous qu'il s'en plaint à son valet Quentin et à la nourrice qui lui conseille de faire des efforts et lui suggère de mettre une perruque poudrée comme il est d'usage chez ceux de son rang. Louis se rebelle, affirme qu'il n'a jamais quitté son rang et qu'avec ou sans perruque, il reste toujours le marquis de Louvois. Il veut
tester son père. Mais pour l'instant, pas de résultat positif. Hein. Mais n'y aurait-il pas quelques moyens pour le faire céder? Oui, un bruit de visite officielle trotte dans les couloirs, mais plus la chose doit rester secrète, moins elle est. Et ce faux secret dégrade encore les rencontres entre Louis et son père. Mais vous sentez bien que pour s'ouvrir, ramener son fils à la raison, c'est urgent. Mon fils, dans 3 jours, je reçois tout ce que la Bourgogne compte de noblesse pour recevoir Madame l'Intendante. Vous ne pouvez paraître dans cet accoutrement. Ah, mon père, je vous ai tout dit à ce propos. Oh, moi, Louis-François Letellier, marquis de Souvray, respecté à la cour comme lieutenant général au gouvernement de Béarn et de Navarre, je devrais souffrir un tel affront. Remettez-vous dans votre devoir. C'est tout ce que l'on attend de vous. Alors je n'y paraîtrai pas. Je vous souhaite le bonsoir, monsieur mon père. Louis a le sentiment d'avoir perdu. Il va s'asseoir sur le péristyle et réfléchit. Tout à coup, Louis se lève, grimpe les marches 2 par 2, croise un valet à qui il donne l'ordre d'aller chercher Quentin. Dans sa chambre, il balance sur le sol sa perruque, ses bottes et se met torse nu. Il pousse une chaise devant le meuble et monte sur le meuble une autre chaise. Il attrape le tisonnier et grimpe aussi haut que l'échafaudage le lui permet. Là, il arrache une tapisserie qu'il y a toujours connue et la jette sur le sol. Alors, Quentin, oui, monsieur, mais voici le tissu dont sera fait mon prochain habit. La tapisserie de Tancrède et Chlorinde. Elle va enfin servir à quelque chose. Oui, mais si Chlorinde se convertit au catholicisme par amour pour Tancrède, je ne crois pas que mon père se convertisse à mes demandes, pas plus que je ne me convertirai aux siennes. Oh, bah, alors là, vous n'y songez pas. Qui pourrait coudre une chose pareille? Il y a un tailleur en Ancy, tu vas l'amener ici, ce soir même. Tout fut fait comme Louis le voulait. Le jour de la visite, tout est prêt. Louis est une tapisserie ambulante au-dessus de laquelle on a posé une tête coiffée d'un catogan et des jambes garnies de bas blancs qui se terminent dans des souliers à boucles. Une merveille. Mais Louis a un plan. Doubler son père. Au moment où le carrosse de l'intendante s'immobilise, il ouvre lui-même la porte et déplie le marchepied. Il attend, le maintint grave, les yeux baissés. Enfin, Madame l'intendante, encore toute secouée de rire à la vue de l'habit, pose sa main sur le poing que Louvois lui tend. Oh, elle porte une robe à la française d'un bleu exquis, sur un jupon en soie naturelle orné d'un volant. Sa jeunesse sourit à Louvois qui jette des regards furtifs sur les avant-bras qui émergent d'un nuage de dentelle.
Sa jeunesse sourit. Sur leur passage, l'assistante s'incline, chuchote et rit discrètement, et il y a de quoi. Avec Chlorinde sur les deux bras, Tancrède sur le dos et Madame l'intendante au poing, Louis rend la vie au personnage de la tapisserie. Le couple a déjà franchi la première moitié de l'escalier lorsque se présente Souvray. Oh, mon fils, quelle est donc cette mascarade? Et lorsque vous m'ordonnâtes d'avoir pour aujourd'hui un autre habit que celui que je portais, je vous ai dit que je n'en avais pas d'autre. Oh, assez, monsieur. Je vous demande simplement la permission de me justifier auprès de ces dames, monsieur. Je vous ai demandé de l'argent pour me faire un autre habit. Vous m'avez refusé, avec raison, car je suis bien coupable. Mais il fallait vous obéir. Et j'ai fait faire cet habit. L'assistance a bien du mal à contenir ses rires. Louis tient sa revanche, sans céder quoi que ce soit à son père. Il continue de faire les honneurs du château à sa cavalière. Et Souvray reste seul avec sa colère. Mais à l'heure de la collation, Louis doit céder l'intendante à son père. Oh, je suis navré, madame, que mon fils se soit imposé à vous. Oh, mais il sait très bien parler aux dames et a des attentions charmantes qui devraient vous satisfaire, monsieur de Souvray. Vous comprenez bien que le père ne l'entend pas de cette oreille. Il se force à sourire et lance des regards furieux en direction de Louis. Et pendant la collation, les convives s'interrogent entre les mauvais rapports des occupants du château. Ah, le marquis de Souvray et l'intendante arrivent dans la salle de bal, à l'étage noble. Ils ouvrent le bal. Enfin, Louis danse avec l'intendante et ne boude pas son plaisir. Ils sont souriants et jamais Tancrède et Chlorinde n'ont été plus vivants. Ils s'inclinent. Les autres couples les regardent avec un œil à la fois admiratif et jaloux. De retour près de Souvray, où elle doit s'asseoir, l'intendante émet un vœu. « Oh, votre père m'a dit que vous étiez un joueur sans vergogne. »« Oh, je suis joueur, il est vrai, mais sans vergogne, non. Alors, allons dans le salon des jeux et trouvons une table. Vous me montrerez vos talents. Oh, je ne pouvais recevoir ordre plus agréable de votre part, madame. » Dans la galerie de Farsal, toutes les tables sont occupées. Mais le comte de la Marche, gouverneur de Bourgogne, voyant les nouveaux arrivants, cède sa place, ainsi qu'un autre joueur, et reste debout derrière les nouveaux arrivants. Très vite, ils sont rejoints par tous les curieux qui voulaient voir la belle dame, qui pour sa grâce, qui pour son élégance. Et d'autres encore veulent vérifier les dires de Souvray et voir Louis tricher, ou bien encore connaître l'apparition de cet étrange habit qui a donné lieu à la colère paternelle. Et pendant ce temps, Louis joue avec panache. En 20 minutes, il a vidé, ou presque, la bourse de l'intendante.
Mais rassurez-vous, celle-ci reste souriante lorsqu'arrive Souvray. Oh, monsieur de Souvray, votre fils est un sourire merveilleux. Je vous cède la place pour que vous puissiez apprécier cela. Le père prend la place qui lui est offerte, l'œil noir, les lèvres pincées, et là sort de sa poche une bourse rondelette. Et alors, comme vous vous en doutez, c'est un festival de coups, tous plus ingénieux les uns que les autres. Devant Louis, les pièces d'or font un tas bien plus grand que ce qu'il aurait été nécessaire pour faire tailler un autre habit. Souvray n'en peut plus. Il se lève brutalement. Il me vole. Il me vole. Et le comte de la Marche, qui était resté derrière lui, lui dit « Non, monsieur. Le marquis de Louvois est parfaitement honnête. Je le regarde depuis le début. Et pas une fois, il n'a mis les mains sous la table ou agité les manches de son habit. Non, tout son jeu est pensé, appris peut-être, mais il n'y a pas l'ombre d'une tricherie. Souvray, surpris par la présence du gouverneur, s'arrête, s'incline et s'enfuit presque de la galerie de Pharsale dédiée au jeu. La belle intendante n'a pas reparu, mais le comte de la Marche vient de cautionner la revanche de Louis. Oh, je crois que les 20 minutes sont passées. Hein? Bon, alors si vous voulez connaître la suite, vous n'avez qu'à l'imaginer ou bien la lire. Ah, mais ce que vous ignorez, c'est la sanction du marquis de Souvray. Mais ça, c'est pour une autre fois.